Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Diane Godin-Ribuot, je suis professeure de physiologie à l'UFR de pharmacie et au cours de ce cycle de physiologie, nous allons ensemble aborder la physiologie rénale. Les reins effectuent une multitude de fonctions corporelles, la plupart essentielles à la survie. La vision populaire de la fonction du rein est qu'il sert à éliminer les déchets métaboliques de l'organisme. C'est en effet une de ses fonctions, mais il en possède plusieurs autres tout aussi importantes. La première, et probablement la plus essentielle, est la régulation de l'équilibre de l'eau et des électrolytes qui leur permet de maintenir constant le volume, l'osmolalité et la composition des liquides corporels. Le concept d'équilibre de masse veut que les entrées et les sorties d'une substance dans l'organisme soient égales. Toute différence entre les deux entraîne une augmentation ou une diminution de la quantité corporelle de cette substance. Nos entrées d'eau et d'électrolytes sont extrêmement variables d'un jour à l'autre et ne correspondent pas toujours aux besoins réels de notre organisme. Bien que nous buvions de l'eau lorsque nous avons soif, nous en ingérons plus que nécessaire dans des boissons que nous consommons pour des raisons autres que l'hydratation et dans des aliments riches en eau. Les reins répondent en excrétant l'eau en excès dans l'urine, de façon donc à maintenir la quantité d'eau corporelle constante. Les quantités de minéraux présents dans l'alimentation, comme le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium, sont parfois bien supérieures aux besoins corporels. Le rein a la capacité d'ajuster séparément le niveau corporel de chacune de ces substances, de façon à le maintenir constant, malgré des régimes alimentaires pauvres ou riches en sodium ou en potassium par exemple. Chez un individu normal, l'alimentation et le métabolisme apportent une charge acide quotidienne de 60 à 80 millimoles de protons. De concert avec les poumons et les divers systèmes tampons de l'organisme, les reins participent au maintien de l'équilibre acido-basique en éliminant dans l'urine les protons en excès et en ajustant la quantité plasmatique des bicarbonates en fonction des besoins. Bien sûr, une autre fonction importante est l'élimination des déchets produits en permanence par les différents processus métaboliques de l'organisme. Dans la plupart des cas, les produits terminaux du métabolisme cellulaire n'ont pas de fonction physiologique et sont même nocifs à forte concentration. Parmi ceux-ci, nous retrouvons entre autres l'urée, qui est le produit final principal du catabolisme des protéines, l'acide urique, produit de la dégradation des acides nucléiques, la créatinine, produite par le métabolisme musculaire de la créatine, et les produits de dégradation de l'hémoglobine, dont l'urochrome, qui donne sa couleur particulière à l'urine. Plusieurs substances physiologiquement actives sont également excrétées par les reins. Parmi celles-ci, il y a les hormones, éliminées à la fois par le foie et par les reins, ou encore les xénobiotiques, terme utilisé pour désigner les substances étrangères à l'organisme, comme des additifs alimentaires, des pesticides, des drogues ou des médicaments. Cette fonction de détoxification essentielle peut parfois interférer avec l'efficacité de certains médicaments lorsque ceux-ci sont éliminés trop rapidement. Bien que la tâche relève principalement des reins, d'autres organes participent aussi à l'excrétion. Les poumons rejettent le dioxyde de carbone, de l'eau et des substances volatiles comme l'alcool. Les glandes sudoripares et les glandes salivaires rejettent de l'eau et des ions, et finalement le foie rejette de nombreux produits dans la bile qui permettent d'excréter des déchets métaboliques comme la bilirubine, produit de dégradation des hémoglobines, des médicaments et des toxiques. Comme vous le verrez dans les cours de physiologie cardiovasculaire, le rôle des reins dans la régulation de la pression artérielle est crucial. En effet, le volume sanguin détermine la pression qui règne dans les vaisseaux et sa régulation dépend du contrôle rénal, de l'équilibre hydrique et sodique. Les reins participent également à la régulation de la pression artérielle en produisant la rénine. La libération de cette enzyme par les reins déclenche une série de réactions qui vont aboutir à la formation de substances agissant sur les vaisseaux et sur le volume sanguin. L'érythropoïétine, ou EPO, est produite essentiellement par des cellules spécialisées de l'interstitium rénal. Je dis essentiellement parce que le foie en sécrète également une petite quantité. C'est une hormone peptidique qui stimule la production de globules rouges par la moelle osseuse. Sa sécrétion est déclenchée par l'hypoxie, c'est-à-dire la réduction de la pression partielle tissulaire en oxygène, comme dans l'anémie, l'hypoxémie, la réduction du débit sanguin rénal,
ou tout simplement en altitude. L'insuffisance rénale est souvent associée à une anémie liée à une réduction de la sécrétion d'érythropoïétine. Le rein ne produit pas la vitamine D, mais des enzymes rénales effectuent la conversion de la vitamine D3, produite dans la peau à partir du cholestérol ou celle d'origine alimentaire, en sa forme active, la 1,25-dihydroxyvitamine D3. Cette dernière étape de la synthèse de la vitamine D est régulée au niveau rénal par les hormones responsables de l'équilibre phosphocalcique. Finalement, une dernière fonction méconnue des reins est leur rôle dans la néoglucogénèse. Il s'agit de la synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques comme le lactate, le pyruvate, le glycérol ou les acides aminés. Comme le cerveau et les globules rouges dépendent presque exclusivement du glucose comme source d'énergie, c'est un processus important en cas de jeûne car les réserves en glucose du foie s'épuisent très rapidement. Environ 90% du glucose ainsi formé sont synthétisés dans le foie et les 10% restants dans les reins. Toutefois, en cas de jeûne prolongé, la contribution des reins devient très importante. Le rein régule la composition de l'environnement interne par un mécanisme d'ultrafiltration du plasma suivi d'une modification sélective du filtrat. Pour ce faire, il va utiliser 3 grands processus représentés sur ce schéma très simplifié de la fonction rénale. Tout d'abord, un processus de filtration, au cours duquel une fraction du plasma est filtrée et sort de la circulation sanguine pour passer dans un système de tubules. Il s'agit en fait d'un ultrafiltrat, puisque la plupart des protéines ne passent pas le filtre rénal. La composition de cet ultrafiltrat est donc identique à celle du plasma, hormis les protéines. Tout ce qui est filtré est au départ destiné à être éliminé dans l'urine. C'est pourquoi on appelle également l'ultrafiltrat urine primitive. Lorsque l'on sait que les reins produisent 180 litres de filtrat par jour, il est facile de comprendre que sans réabsorption, la totalité de notre volume plasmatique, qui est en moyenne de 3 litres, serait ainsi éliminée dans les urines en moins d'une demi-heure. L'urine primitive va donc être modifiée par réabsorption, mais également par sécrétion. Lors de la réabsorption, l'eau et les substances dissoutes, essentielles à l'organisme, retournent du filtrat vers la circulation sanguine. A l'inverse, la sécrétion est un processus au cours duquel les substances indésirables ou en excès sont extraites du sang et passent dans l'urine primitive du tubule rénal. Attention, il ne faut pas confondre la sécrétion avec l'excrétion, qui consiste à éliminer une substance en la faisant sortir à l'extérieur du corps. Ainsi, la quantité d'une substance excrétée sera égale à la quantité filtrée moins la quantité réabsorbée plus la quantité sécrétée dans le tubule. Ainsi, chaque jour, presque 200 litres de liquide sont filtrés et remaniés lors de leur traversée du tubule rénal. Ceci veut dire que tout notre volume plasmatique est filtré plus de 60 fois par jour. Au final, 99% de ce liquide sera réabsorbé et environ 1,5 litre d'urine sera définitivement excrété. Et comme nous allons le voir dans les prochains chapitres, sa composition sera radicalement différente de celle du filtrat initial. Les cours de ce cycle de physiologie vont faire appel à un certain nombre de notions abordées lors du premier semestre en biophysique et en biologie cellulaire. Et surtout, j'attire votre attention sur le fait que le cours d'anatomie rénale fait partie de ceux que vous devez faire dans le cycle actuel. Je vous conseille donc fortement d'écouter dès à présent le cours du professeur Chaffanjon, car il contient des notions que je n'aborderai pas, mais qui d'après moi doivent être vues avant de commencer la physiologie rénale en tant que telle. Comme le rôle essentiel des reins est avant tout le maintien de la composition et du volume des liquides corporels, nous commencerons dans un premier temps par décrire les aspects statiques et dynamiques des divers liquides de l'organisme. Puis, après un bref aperçu de l'anatomie du néphron et de sa circulation, nous aborderons la fonction rénale en tant que telle, avec la filtration glomérulaire, la clairance rénale, puis la réabsorption et la sécrétion tubulaire. Et si vous avez envie d'approfondir encore plus ces notions, je vous recommande tout particulièrement ces livres dont je me suis largement inspirée pour préparer les différents cours de physiologie rénale.